Nous sommes à l'Opéra Grand Avignon, sur la scène de l'Opéra Grand Avignon. C'est super, on est sur la scène, nous sommes sur un lit. J'ai à côté de moi le directeur Frédéric Roels, qui est aussi metteur en scène de cette grande création mondiale que l'on attend depuis près d'un an maintenant. Je vous laisse la présenter. Bonjour tout d'abord et merci beaucoup d'avoir installé ce décor juste pour nous. Bonjour Marie-Céline, merci d'être là dans le décor effectivement de cette production. Donc c'est toujours évidemment assez excitant pour une maison d'opéra de contribuer, je vais dire, à l'écriture de nouveaux répertoires pour l'opéra, un art qui existe depuis le début du XVIIe siècle et qui continue d'exister, d'écrire de nouvelles œuvres aujourd'hui. Donc c'est toujours intéressant et fort de contribuer à cette évolution. On travaille ici avec une jeune compositrice franco-britannique qui s'appelle Joséphine Stephenson et qui donc écrit son premier grand opéra, puisqu'elle a déjà une expérience dans l'art lyrique, mais plutôt avec des formes un peu plus petites ou d'opéra de chambre. C'est la première fois qu'elle écrit un opéra grande taille pour orchestre, chœur et soliste. Donc cet opéra qui s'appelle Three Lunar Seas et qui nous occupe aujourd'hui. C'est une création mondiale, on l'a souligné, mais c'est à la fois une création dans sa notoriété, mais aussi dans sa particularité d'histoire, de ce que l'on va raconter, qui est en rapport aussi avec l'humain, qui est un élément très fort. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, donc c'est une œuvre qui parle vraiment d'aujourd'hui, mais qui parle aussi d'éternité. C'est un peu sa particularité, c'est qu'elle traite de sujets très très profonds de notre société aujourd'hui, puisqu'elle s'articule autour de 3 histoires. Donc le livret est d'un écrivain anglais qui s'appelle Ben Osborne, qui a été écrit évidemment spécialement pour cet opéra. Et cet opéra entremêle 3 histoires qui sont d'une part l'histoire d'un couple de femmes qui souhaitent avoir un enfant et qui fait une fécondation in vitro. Et puis malheureusement il y a une fausse couche et donc se pose la question de savoir s'il faut s'acharner, recommencer à essayer d'avoir un enfant dans ce monde où par ailleurs il y a des enfants qui traînent dans les rues, qui sont sans domicile fixe, qui errent. Comme ça. La deuxième histoire, c'est l'histoire d'un couple séparé par la maladie, donc une femme dont le compagnon est atteint d'une maladie neurodégénérative, et donc à cause de cette maladie, il a perdu l'usage du contrôle de ses membres, de ses bras, et l'usage de la parole. Et donc elle se pose, cette femme-là, la question de savoir est-ce que l'amour peut continuer à exister quand la communication dans le couple n'est plus du tout possible, quoi. Ça, c'est la deuxième histoire. Et la troisième histoire, c'est génération plus jeune. C'est une jeune militante écologiste qui se rend compte qu'il y a près de chez elle une usine qui déverse des produits toxiques dans la mer et qu'à cause de ça, évidemment, la faune et la flore disparaissent. Et elle décide d'aller de nuit dans l'enceinte de l'usine pour filmer avec son téléphone portable ce qui se passe et pour le mettre sur les réseaux sociaux. Et elle est confrontée à un garde de nuit qui la découvre dans l'enceinte de l'usine et qui lui se pose la question, voyant ce qu'elle est en train de faire, de savoir s'il doit intervenir ou non, laisser faire. Donc voilà, c'est des histoires évidemment, l'une sur l'écologie, l'autre sur la maladie, la troisième sur la parentalité, qui sont des questions très très profondes de notre société d'aujourd'hui. Alors évidemment, tout ça dans l'opéra passe par des destins très individualisés, donc des histoires très particulières, mais qui nous parlent d'universel. Et le tout est rassemblé sous cette figure tutélaire de la Lune et de 3 mères lunaires qui donnent chacune leur nom à chacune des 3 histoires. Et donc voilà, c'est ça qui donne aussi un petit peu d'étoffe, d'éternité, je veux dire. C'est comme si la déesse Lune veillait sur tout ça depuis des siècles, depuis des millénaires. Et ça relativise un tout petit peu l'urgence de nos questions aujourd'hui. Alors la déesse Lune qui veille aussi sur la saison de l'Opéra d'Avignon, puisque c'est le thème aussi, la saison de la Lune. Justement, ces 3 thématiques sont, comme vous disiez, de plus en plus, on va dire, interrogatives de nos jours. Est-ce que c'est aussi une réflexion après Covid ou comment ça s'est créé cette histoire-là ? Alors, je ne sais pas si c'est très lié à l'après-Covid. Moi, la thématique de la saison de la Lune, effectivement, elle est née un peu après Covid. C'est-à-dire que je sentais un peu un besoin d'évasion, un besoin de rêve, un besoin de poésie. Voilà, dans cet après-Covid. Et c'est comme ça que j'ai choisi la thématique de la Lune.
Et c'est vrai que c'est un thème sur lequel il y a énormément d'œuvres qui ont été écrites de tous les temps, etc. Donc c'est un thème assez fascinant à manipuler quand on construit une saison, parce qu'on a vraiment beaucoup de propositions qui viennent dans ce domaine-là. Donc je pense que voilà, on aura rêvé tout au long de la saison avec cette idée-là. Maintenant, cette opéra-ci particulièrement, est-ce que l'histoire est inspirée de l'enfermement du Covid? Bon, je ne sais pas, peut-être en partie, c'est difficile à dire. Quand les artistes que nous sommes, et je pense en particulier à la compositrice et aux librettistes, voilà, ils ont vécu le Covid comme tout le monde, donc sans doute il y a une part de ça qui transparaît dans leur écriture aujourd'hui. Oui. Faire rêver, on est là pour rêver quand on vient à l'opéra. Là, on parle quand même de sujets assez sérieux. Comment on rêve à travers cet opéra-là? Mais c'est la musique c'est la musique qui donne cette envolée, évidemment, qui évite le piège d'un spectacle dur, réflexif, uniquement négatif. En plus, même dans la construction du livret, d'abord c'est un livret très poétique, c'est pas du tout un livret réaliste, du réalisme noir, quoi, pas du tout. C'est vraiment un livret qui donne une vraie poésie à la chose. Et puis les trois histoires sont trois points d'interrogation en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus de réponse qui est imposée au spectateur, où il n'y a pas forcément une vision pessimiste de la fin des trois histoires. Au contraire, peut-être même. Il y a quand même, je pense, dans le livret un vrai espoir sur la fin de chacune des trois histoires et quelque chose de positif qui en ressort. Donc voilà, je pense qu'on est comme ça, de toute façon, quelque chose qui est ambivalent. Et la force de la musique, et de la musique de Joséphine en particulier, qui est une musique voilà, où la part de méditation, de spiritualité dans un certain sens est assez présente, forcément ça donne à rêver, j'espère. Comment vous avez créé cette mise en scène justement pour faire les transitions aussi entre chacune des histoires et tout en gardant ce lien en fait? Comment vous avez Oui, c'était une des grandes questions ça, effectivement, puisqu'on a trois histoires qui sont entremêlées mais qui ne sont pas l'une puis l'autre puis la troisième, donc c'est une continuité, on passe de l'une à l'autre un petit peu comme dans une série télévisée où on peut passer d'un groupe de personnages à un autre groupe de personnages. Et donc il s'agissait sur scène évidemment de faire le lien entre tout ça. Et donc on a une scénographie voilà, qui est composée d'éléments très mobiles. Le lit sur lequel nous sommes assis est sur roulette. Tout ça bouge tout le temps. Et donc on a fait une scénographie qui est extrêmement fluide et qui permet ce passage d'une histoire à l'autre avec une forme de continuité. Et il y a aussi, moi j'ai induit quelques éléments narratifs dans la mise en scène qui font le lien entre les trois histoires. Par exemple, il y a la présence d'un enfant qui est écrit dans le livret comme étant l'enfant dans les rues que voient she and her, donc les deux personnages féminins qui se posent la question de leur maternité. Donc ça, c'est un personnage qui est écrit dans le livret, mais que moi j'utilise aussi à d'autres moments, et qui donc vient un peu comme une sorte de fil conducteur, comme une sorte de petit personnage de la génération future qui pourrait interroger toutes les situations, en fait. Est-ce que l'art de faire de l'opéra, c'est aussi d'avoir la liberté de parler des sujets qui sont un petit peu difficiles à parler, justement, à raconter par cette musique, justement? Mais toute forme d'art, de toute façon, est d'office une interpellation du monde dans lequel on est. Je pense que c'est le principe même de l'art. C'est vrai que l'opéra est plus réticent que d'autres formes, en général, à parler vraiment d'actualité du présent. Si on voit le cinéma ou le théâtre, par exemple, ou la littérature, on a beaucoup d'œuvres qui sont très ancrées dans les questions de notre époque. L'opéra est souvent un peu plus distant, mais par sa nature même, je pense. Et voilà, je pense que c'est intéressant de trouver cette dialectique. Oui. Et vous cassez un peu les codes, alors, justement, dans votre mise en scène? Oh, je ne suis pas tout seul, hein. Non, j'ai pas de volonté de heurter, j'ai pas de prétention à moderniser à tout prix les formes artistiques. Je considère que j'appartiens à mon époque et que je fais avec le talent qui est le mien, l'artisanat qui est le mien, le mieux que je peux pour servir voilà, le discours des œuvres. Voilà, j'en reste à ce degré-là. Et puis, bon, j'espère, oui, que ça participe, disons, d'un mouvement de renouvellement, d'évolution des choses. Mais voilà, je n'ai pas de prétention de pionnier ou quoi que ce soit en la matière. Oui. C'était pas ma question, c'était juste apporter en fait un petit peu d'une petite pierre
justement, cette volonté de changer cette communication Vu comme non ça, communiquée. Oui. Vu comme ça, oui. Alors parlons quand même de cette mise en scène et surtout de la distribution, puisque nous aurons la chance de pouvoir écouter Patricia Cioffi. Ouais. Comment est venue cette rencontre avec cet artiste-là à travers cet opéra? Comment a-t-elle réagi justement par rapport au sujet? Eh bien, j'étais très très content qu'elle accepte. Voilà, avec la carrière qu'elle a, Patricia, le nombre de rôles qu'elle a fait dans le répertoire et tout ça, qu'elle accepte de se confronter à une écriture nouvelle, à l'apprentissage d'un rôle, voilà, où il n'y a aucune référence antérieure, etc. Mais elle joue le jeu encore aujourd'hui avec beaucoup d'investissement. C'est une artiste formidable, elle est complètement à fond dans les répétitions, elle recherche tout le temps et tout ça. C'est vraiment une interprète avec laquelle il est très agréable de travailler. Et elle met tout son savoir de chanteuse très habituée de toutes sortes de répertoires au service de cette musique-là. Et c'est pour le meilleur, évidemment. Et on a une distribution, c'est vrai, qui est assez panoramique, je vais dire, entre Patricia Cioffi d'une part, des chanteuses peut-être de génération plus tardive, un peu plus jeunes qui sont là aussi sur le plateau et qui sont aussi de très grandes spécialistes de leur art dans ce domaine-là. Et puis une chanteuse folk, voilà, qui est tout à fait d'un autre monde, je veux dire. Mais ça, c'était une volonté dans l'écriture de Joséphine. Donc il y a le rôle de Serena, qui est le rôle de la jeune activiste écologiste, qui est un rôle confié à une chanteuse folk, donc un autre type de voix, une voix sonorisée, un autre type d'émission vocale. Et donc c'est assez intéressant, voilà, de trouver ce panorama d'une équipe assez composite et vraiment très très riche. C'est ce qui fait aussi la force de cet opéra, vous pensez, cette diversité vocale? Ben oui, je pense, mais ça, en fait, ça fait partie vraiment de la nature musicale de Joséphine, qui est une compositrice qui est à la fois une compositrice de musique classique sérieuse, on va dire, qui écrit pour orchestre, pour chœur, pour la voix, pour les instruments, etc., classiques, mais qui a aussi un autre pan de son activité qui est plus dans le monde des musiques actuelles, puisqu'elle a collaboré par exemple avec Benjamin Biolay, avec Damon Albarn ou avec des gens comme ça, qu'elle est elle-même un peu chanteuse rock-pop comme ça sur certains albums. Elle a une petite carrière secondaire de ce côté-là. Donc voilà, elle fait partie de cette génération de musiciens qui n'ont pas de clivage dans leur vision de la musique et qui embrassent à la fois le classique et le non classique. Et ça se retrouve dans son écriture, effectivement, ici. Et vous, comment vous intervenez en tant que metteur en scène auprès de cette distribution? Comment êtes-vous, on va dire, physiquement parlant, intellectuellement parlant, humainement parlant? Comment vous fédérez en fait toute cette distribution? Parce qu'on n'a pas parlé du chœur, mais je crois que il y a un chœur aussi, oui, bien sûr. Il y a un chœur qui a un rôle très important qui fait un peu aussi la continuité de l'histoire, qui est un chœur un peu à l'antique, comme ça, qui a une fonction très poétique et qui est très présent. Oui, moi je considère avec les interprètes que mon rôle, c'est évidemment de structurer le récit et puis d'accompagner les interprètes au plus loin de ce qu'eux peuvent donner. C'est-à-dire, moi, je suis un metteur en scène qui n'est pas hyper directif, qui ne donne pas toutes les intentions de jeu tout le temps ou tous les mouvements, mais je laisse beaucoup travailler les chanteurs et je les accompagne dans ce travail en leur offrant un regard extérieur et en essayant de les pousser plus loin, là où je sens qu'ils expriment quelque chose d'intéressant, quoi. Donc voilà, je me considère comme un accompagnateur de talent plutôt que comme un marionnettiste. Et c'est très joli d'ailleurs, un accompagnateur de talent. Ça résonne bien dans cette interview, je trouve. Et comment s'évoluent justement ces répétitions? Alors vous voyez qu'au fur et à mesure des répétitions, vous arrivez à... Les artistes arrivent à sortir en fait quelque chose d'eux-mêmes plutôt que vous, de leur dire ce qu'ils doivent sortir, c'est ça? Oui, je pense que c'est le travail qui se construit collectivement et qui avance. Là, on est un peu plus de la moitié des répétitions, là maintenant. Donc il y a encore du travail, on n'est pas encore au bout. Mais oui, ça germe tout doucement. Ouais. Et comment vous vous sentez là? Comme en plein travail, c'est-à-dire avec à la fois la passion, l'énergie, la conviction qu'on avance, et son lot de questions, d'interrogations, la non-certitude de ce vers quoi on va, ce qui est bien aussi, parce que voilà, si on est trop sûr de soi, c'est pas bien. Ah ouais. Comment vous arrivez à gérer aussi ce côté metteur en scène qui vous prend énormément de temps, et puis vous avez aussi la direction de l'opéra? Oui. Ça bouillonne ou comment ça bouillonne, c'est prenant, ça demande une
capacité à ouvrir des tiroirs et à les refermer. Mais voilà, c'est un exercice auquel je suis un peu habitué maintenant. Donc, quand je suis dans ma casquette metteur en scène, je ferme le tiroir directeur. Et quand je reprends mon rôle de directeur, je ferme le tiroir metteur en scène pour ne pas tout mélanger. Et voilà, j'essaye de faire ça au mieux. Et alors, qu'est-ce que vous pourriez dire comme phrase qui permettrait de venir voir cet opéra qui a l'air quand même très curieusement intrigant et à la fois on a envie de venir, quoi. Oui, mais j'espère que ça va attiser la curiosité des gens et surtout des jeunes en fait. Parce que je pense que c'est un opéra qui peut parler à toutes les générations et même à tous les types de culture musicale en fait, je pense. Et notamment, je crois beaucoup que la génération qui est celle de mes enfants, c'est-à-dire la fin de l'adolescence, le début de l'âge adulte, est une génération qui peut se sentir très concernée par ce qui se passe, à la fois par le sujet de l'œuvre, les sujets de l'œuvre, mais aussi par la musique en elle-même, qui en fait correspond, je pense, à une esthétique vraiment d'aujourd'hui et riche, avec cette richesse de la multiplicité des styles musicaux d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Frédéric Rose. Merci Marie-Céline. Merci beaucoup. Et à bientôt.